Bonsoir, je voulais faire cette vidéo et me filmer sur le champ de bataille de la bataille d'Azincourt qui a eu lieu les 24 et 25 octobre 1415. Malheureusement, il y avait beaucoup trop de vent et elle aurait été inaudible. Et je voulais vous expliquer pourquoi j'ai voulu faire un détour par Azincourt alors que le gîte où je suis en train d'être filmé par Mathilde, mon hôtesse, est à Fruges. Il se trouve que quand on lit dans un guide ça vaut le détour et qu'on est en voiture, on ne prête pas particulièrement attention à ce que vaut le détour. En revanche, quand on est à pied, on s'en rend compte. Et ça m'amène à une réflexion qui me concerne et qui concerne la gestion du temps et le temps en général. Ce qui est assez curieux, c'est que depuis 50 ans, j'ai fait des dizaines et des dizaines d'allers-retours Paris-Boulogne-sur-Mer, et que depuis très longtemps, j'ai envie d'aller à Azincourt. Et pourtant, je n'ai jamais pris jusqu'ici le temps d'y aller. Alors, c'est quelque chose d'étrange, parce qu'on pourrait penser que lorsqu'on va vite, on gagne du temps, et que donc on peut utiliser ce temps à quelque chose dont on a envie. Et pourtant, c'est lorsque je vais lentement et que j'ai le moins de temps gagné que j'y vais. Alors ça m'amène à réfléchir. Moi, je pense que ça peut amener tout le monde à réfléchir sur l'utilisation qu'on a du temps, la vitesse et la lenteur. Alors, pourquoi je voulais aller à Azincourt Parce que ces terres du nord de la France, de la Normandie et du nord-est de la France, sont des terres où l'on voit aujourd'hui des champs, des pâturages, des prairies, des vallons, des valleuses, qui ont l'air bien paisibles. Et pourtant, à de nombreuses époques, a retenti le feu, les cris et la fureur et la mort. Et Azincourt, c'est le symbole de cette histoire de France si difficile, des guerres innombrables qui ont eu lieu sur ce sol. Et non loin d'ici, j'espère pouvoir aller avec ma fille au mémorial de Vimy, qui est un mémorial canadien de la Première Guerre mondiale, où aussi le sang, les larmes, la fureur et la mort ont sévi. Alors que s'est-il passé à Azincourt ? À Azincourt, nous sommes dans la deuxième partie de la guerre de 100 ans. Et la première partie, on peut dire qu'elle est interprétée, si je puis dire, du côté anglais par Édouard III, par le prince noir. Et déjà, les deux principales batailles de cette première période de la guerre de 100 ans sont des défaites françaises. Crécy, en Ponthieu, en 1346, puis 10 ans après, Poitiers, 1356, où le roi Jean le Bon est fait prisonnier par les Anglais, par le prince noir qui commande l'armée qu'on appelle anglaise par convention, qui est essentiellement des Aquitains, des Gascons et des Guyanais dedans. Il y a aussi des Anglais, bien sûr. Et dans sa fin de cette deuxième partie de la guerre de 100 ans, du côté anglais, celui qui domine est Henri V, et du côté français, le roi Charles VI, on a la troisième grande bataille de la guerre de 100 ans, qui est à nouveau une défaite française. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il se passe le fait que Henri V est embarqué en Normandie, près du Havre, à Harfleur, avec une troupe de 5 et 8 000, entre 5 et 8 000 soldats. Il est en train de remonter vers Calais pour retourner en Angleterre. Et il fait le même temps, en ce mois d'octobre 1415, que celui qu'il a fait aujourd'hui. Il pleut sans arrêt, il grêle, on marche dans la boue, et les soldats anglais sont exsangues, fatigués, affamés, trempés, boueux, crottés. Ils n'en peuvent plus. Et ils remontent. Et ils sont poursuivis par une armée française, bientôt rejointe par une deuxième, bientôt rejointe par une troisième. Et il se trouve près d'ici, donc près d'Azincourt, la jonction a été faite entre les trois corps d'armée français, et il y a plus de 15 000 hommes côté français, et entre 5 et 8 000 côté anglais. Il y a le roi d'Angleterre, il y a quelques aristocrates anglais, mais pas énormément. Ce n'est pas l'hoste royal qui est ici, mais une troupe de soldats, je dirais, quelconque. Côté français, toute la fine fleur de la chevalerie est là, toute l'aristocratie. Une armée extrêmement puissante, avec une cavalerie imposante, armée jusqu'aux dents, casquée, carapaçonnée,
ils sont 2 à 3 fois plus nombreux que les Anglais. Ils les poursuivent. Et ils pensent que la victoire française, ces Français-là le pensent, elle est inévitable. Car ils ont la meilleure attaque du monde, eux. Déjà. Comme ils le pensaient à Crécy, aussi. Comme ils le pensaient à Poitiers, aussi. Et paraît-il récemment, dans un match de football. Et ils sont 3 fois plus puissants. Donc comment pourraient-ils perdre face à ces va-nu-pieds d'Anglais? Il n'y a même pas la chevalerie anglaise qui est là. Il y a des paysans, ces paysans à qui Henri V a ordonné que dans chaque village, il y ait des écoles de tir à l'arc et que chacun possède un arc pour pouvoir tirer au sein de l'armée anglaise. Alors ce sont des va-nu-pieds qui ne se battent même pas à l'épée, qui ne manient pas l'arme noble et qui tuent des gens à distance avec leurs arcs comme des lâches. Alors comment nous, la meilleure chevalerie du monde, la meilleure puissante cavalerie du monde, pourrions-nous perdre face à ces va-nu-pieds? Et alors, chacun pense que l'armée anglaise va être défaite. Et en ce soir du 24 octobre 1415, Henri V rassemble ses troupes. Ils pensent tous qu'ils vont mourir le lendemain. Et il va les haranguer. Et je vais vous lire cette harangue dès que Mathilde m'aura ouvert ce téléphone afin que je puisse la lire. Merci. Alors Henri V s'adresse à ses troupes et il leur dit: faites proclamer dans nos rangs que celui qui n'est pas en appétit de combattre peut partir. On lui donnera un passeport, on lui donnera de l'argent pour payer son voyage, car nous ne voudrions pas mourir en compagnie d'un homme qui a peur d'être nos camarades de mort. Ce jour est appelé la fête de la Saint-Crépin. Celui qui aura survécu à cette journée et sera rentré chez lui sain et sauf se redressera sur ses talons. Et chaque fois qu'on parlera de ce jour, il se grandira au seul nom de la Saint-Crespin. Celui qui aura vu cette journée et atteint un grand âge, chaque année, à la veille de cette fête, traitera ses amis et dira « c'est demain la Saint-Crespin ». Alors, il retroussera sa manche et montrera ses cicatrices. Le vieillard oublie, mais il aura tout oublié, qu'il se rappellera encore avec emphase ses exploits dans cette journée. Alors, nos noms familiers à toutes les bouches comme des mots de ménage, le roi Henry, Bedford, Exeter, Warwick, Talbot, Salisbury, Gloucester, retentiront fraîchement au choc des coupes écumantes. Le bonhomme apprendra cette histoire à son fils, et la Saint-Crespin ne reviendra jamais, d'aujourd'hui jusqu'à la fin du monde, sans qu'on se souvienne de nous, de notre petite bande, de notre heureuse petite bande de frères, Band of Brothers. Car celui qui aujourd'hui versera son sang avec moi sera mon frère. Si vile que soit sa condition, ce jour l'anoblira, et les gentilshommes d'aujourd'hui dans leur lit en Angleterre regarderont comme une malédiction de ne pas s'être trouvés ici et feront bon marché de leur noblesse quand ils entendront parler l'un de ceux qui, lui, aura combattu avec nous au jour de la Saint-Crespin. Voilà ce que déclame Henri V à ses troupes. Et il se prépare, et chacun se met à sa place et à son office. Les archers anglais, les archers gallois, ils plantent des pieux sur la colline. L'infanterie se met au centre de la bataille et ils attendent la charge française. Et que font les Français? Ils font ce qu'on peut attendre d'eux. Car l'équipe de France ne cherche pas la victoire. L'équipe de France cherche la gloire. Ou plus exactement, chaque membre de la chevalerie française cherche la gloriole et cherche à être reconnu comme le meilleur chevalier de son temps. Que veulent-ils? Ils veulent être le premier. Ils veulent être celui qui tuera le plus d'Anglais. Ils veulent être celui qui mènera la charge. Et peu importe ce que veulent les autres, ils veulent tous être les premiers. Alors, que se passe-t-il? Il se passe ce qu'on peut imaginer. Ils sont dans l'ignorance la plus totale des moindres notions de l'art de la guerre. Ils sont dans le fanatisme, ils veulent tuer le maximum d'Anglais, chacun pour eux. Ils sont dans l'ambition démesurée et ils veulent passer devant celui d'à côté. Alors, que
se passe-t-il? Ils se pressent. Sans ordre de bataille, chacun veut être en première ligne. Le vieux Jean de Luxembourg, le prince aveugle, se fait attacher avec un chevalier de chaque côté pour charger lui aussi parmi les premiers. 1 heure après, il sera mort. Alors il charge cette cavalerie française. Ils chargent dans la boue, avec leurs 20 kilos ou 30 kilos d'armure sur le dos, et leur cheval carapassonné de fer, et les lourds percherons et les lourds boulonnais s'enfoncent jusqu'au jarret dans la boue. Et les archers gallois et les archers anglais n'en font qu'une bouchée. Ils tombent les uns après les autres, et les chevaux sans cavaliers se retournent au galop vers l'arrière et piétinent les fantassins. Et pendant qu'une autre charge de cavalerie se fait, qui elle-même écrase sa propre infanterie, et les archers gallois continuent de tirer, et les archers anglais continuent de tirer. Et au soir de cette bataille, Henri V dira, enfin c'est ce que lui fait dire Shakespeare, « Ce n'est pas nous qui avons voulu pareil massacre, c'est la volonté de Dieu Tout-Puissant. » Alors il y a des leçons à tirer, car il s'était passé exactement la même chose à Crécy en 1346 et à Poitiers en 1356. À Poitiers même, l'armée française était 7 fois plus nombreuse que l'armée anglaise, et pourtant elle a été défaite. Alors mon conseil sera à quelques sélectionnaires d'armée française, plutôt que de chercher des personnalités à l'ego démesuré, avec les chevilles qui enflent autant que la tête comme une citrouille, de prendre des gens compétents et de les mettre chacun à leur place. Et je voudrais conclure en m'adressant aussi à mes petits camarades avec lesquels je partage beaucoup de temps depuis 3 ans de manière très régulière. Et Olivier, si tu m'entends, je t'associe à cette bande de camarades. Je ne suis certainement pas Henri V, je le regrette d'ailleurs, j'aimerais tant. Mais vous êtes ma band of brothers.